Monsieur le vice-chancelier, Madame la directrice de l'Institut des hautes études internationales et du développement, Monsieur l'ancien médecin cantonal, qui vient vérifier si nous portons bien le masque et si nous respectons les distances. Merci de ce que tu as fait, Jacques-André, pour préserver ce canton. Chers collègues, chers étudiants, c'est pour moi, au nom de l'Université de Genève, un très grand plaisir de vous accueillir à cette 6e édition de la Semaine de la démocratie, une semaine qui s'inscrit dorénavant dans le calendrier des événements genevois, débuté en 2015, si mon souvenir est exact. Nous y avons participé, je crois, très régulièrement et je suis vraiment très heureux que cette année, nous avons l'occasion de collaborer avec l'Institut des hautes études internationales et du développement pour cette conférence sur démocratie et contre-démocratie. À dire vrai, contre-démocratie, j'aurais préféré alter-démocratie, mais j'imagine que M. Rosanvallon expliquera pourquoi il a choisi ce thème de contre-démocratie. Alter-démocratie parce que je pense effectivement, mais c'est la vision d'un recteur qui n'est pas spécialiste du domaine, mais qui observe, qui s'intéresse, qui observe, et qui constate simplement qu'on a affaire plutôt à d'autres formes de démocratie qui sont des stimulants, des aiguillons pour la démocratie traditionnelle qui, sans doute, a besoin d'être aiguillonné, qui a besoin d'être stimulé, parce que les modes de fonctionnement démocratiques qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils sont caractérisés en particulier, j'imagine, par des recherches de consensus, comme on a pu l'avoir avec la loi sur le CO2, n'ont peut-être pas permis de prendre l'importance de l'urgence à laquelle on doit faire face en tant que société. Et cette urgence, elle est là, et je pense que le fait d'avoir des mouvements alter-démocratiques qui se mettent en place et qui mettent en évidence l'urgence est aussi une manière de faire en sorte que nos politiques, nos politiciennes et nos politiciens puissent agir plus rapidement, on l'espère, et prendre conscience de la demande d'une génération en particulier qui va vivre avec ce défi climatique aussi important. Je pense effectivement que sur cette thématique, nos institutions, IHEID et l'Université de Genève, ont vraiment un rôle important à jouer, un rôle de débat, et je me réjouis véritablement qu'on ait choisi cette thématique ce soir, ensemble, pour engager le débat avec des personnes qui vont représenter cette alter-démocratie. Peut-être qu'eux-mêmes diront s'ils se sentent alter-démocratiques ou contre-démocratiques. Encore une fois, j'ai tendance à penser qu'ils sont des stimulants de notre démocratie, un aiguillon indispensable pour que nos autorités puissent avancer et prendre l'urgence, pas seulement climatique, c'est une urgence contre les inégalités, sur les inégalités, c'est une urgence du développement durable, toutes des urgences qui nécessitent aujourd'hui des actions rapides. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Monsieur le vice-chancelier, qui nous prononcera quelques paroles, mais j'aimerais vous dire peut-être au préalable à quel point je suis heureux de pouvoir vous accueillir en présentiel dans une salle telle que celle-ci, qui contient 600 places, et donc vous êtes bien à l'aise pour vous asseoir et de respecter aussi les distances tout en portant en même temps le masque. C'est un plaisir parce que je crois que nos institutions, IHEID, Université de Genève, les hautes écoles, elles doivent vivre, elles n'ont pas pour vocation de devenir des universités à distance, elles ont pour vocation d'être des universités où le débat se déroule, où la démocratie s'exprime, se débat, et bien cette démocratie, elle a nécessairement besoin aussi de ces échanges et de ce présentiel. C'est une très très bonne soirée. Je passe maintenant la parole à notre vice-chancelier. Merci beaucoup, Monsieur Ferrari. La parole est à vous. Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Madame la directrice de l'Institut des hautes études internationales et du développement, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir, physiquement ou virtuellement. C'est un grand plaisir pour moi de participer à l'ouverture de cette nouvelle semaine de la démocratie genevoise. Pour cette 6e édition, la Chancellerie d'État a proposé à ses partenaires d'aborder le sujet de la démocratie et de l'alter-démocratie, ou de la contre-démocratie. Cette thématique, dédiée notamment au mouvement de désobéissance civile, a été planifiée à la fin de l'année 2019, soit quelques mois avant la crise que nous connaissons,
crise avant tout sanitaire, mais aussi économique et sociale sans précédent. Dès lors, certaines personnes penseront peut-être que le sujet de la démocratie est bien abstrait ou secondaire au regard de cette crise. Eh bien, il n'en est rien, car l'actualité récente le démontre. La crise que nous traversons questionne non seulement le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques et politiques, mais aussi la justesse des mesures et des moyens mis en œuvre dans ce contexte de situation extraordinaire où l'on parle d'état de nécessité. De manière plus concrète, cette crise a mis au défi toutes les chancelleries suisses, afin que le bon exercice des droits politiques puisse être garanti. À Genève, cela s'est traduit, par exemple, par un scrutin tout à fait exceptionnel le 6 avril dernier, lors des élections des délibératifs et exécutifs communaux. Contraint de fermer tous les bureaux de vote, notre canton a dû agir vite et trouver des solutions innovantes. Ainsi, cette période a démontré que nos institutions fonctionnent. Les élections et les prestations de serment pour l'entrée en fonction des élus ont eu lieu. La représentation démocratique a été préservée. Il y a quelques jours encore, la vivacité de notre démocratie s'est également illustrée avec un taux de participation de plus de 54% lors de la dernière votation, prouvant ainsi l'attachement de la population aux outils démocratiques dits traditionnels. D'un autre côté, l'intérêt de nos citoyens pour des actions d'alter ou de contre-démocratie continue de se manifester. Ces mouvements ont d'ailleurs repris ces derniers jours une certaine vigueur en marge de la crise sanitaire afin de défendre des valeurs et des idées citoyennes. Si l'on devait prendre un seul exemple, mentionnons l'occupation de la place fédérale par des activistes du climat pendant la session d'automne du Parlement, une action vraiment inédite dans notre pays, où pendant 3 jours, démocratie et contre-démocratie ont coexisté en un seul et même lieu à Berne. Ceci étant, la contre-démocratie est un terme qui interpelle. Je dirais qu'il est même un peu provocateur, et en ce sens, je citerai les propos d'Elisabeth Badinter qui a déclaré que la provocation est précieuse et qu'elle est absolument nécessaire en démocratie. À la première lecture, on pourrait effectivement croire que ce terme de contre-démocratie est en opposition avec la démocratie traditionnelle. En réalité, ce concept développé par Pierre Rosanvallon signifie que ces mouvements de désobéissance civile défient notre démocratie institutionnelle en exerçant sur elle une forme de contrôle. Il la questionne et la bouscule pour qu'elle ne se sclérose pas et continue à s'interroger et se réinventer. Mais si la contestation est saine, l'écart, ou peut-être l'ampleur de cet écart entre société civile et institutions, peut aussi susciter quelques inquiétudes. C'est donc à Genève que pendant une semaine, ces enjeux de cohabitation entre la démocratie et la contre-démocratie seront tour à tour présentés, discutés et débattus. Depuis 2015, le canton de Genève célèbre la démocratie sous toutes ses formes et cette nouvelle édition n'échappe pas à la règle. Pour cette cuvée 2020, qui s'étendra jusqu'au 10 octobre, 14 partenaires proposeront 17 événements célébrant chacun à leur manière les différents modes de démocratie. Enfin, je conclurai en rappelant que la démocratie est fragile. Comme nous pouvons l'observer dans divers pays du monde, la crise que nous vivons actuellement ne doit pas nous le faire oublier. Nous avons toutes et tous, à un moment de notre parcours citoyen, l'envie, le besoin, voire le devoir de participer à ces réflexions démocratiques, de les cultiver, de les renouveler. Et c'est tout l'intérêt du débat de ce soir, de s'interroger sur le rôle de cette contre-démocratie, un défi pour nos démocraties traditionnelles. Pour finir, je remercie très chaleureusement tous les partenaires qui se sont associés, malgré les contraintes actuelles, pour offrir le programme de cette édition 2020, que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente table ronde et une très belle semaine de la démocratie. Monsieur le vice-chancelier, monsieur le recteur, chers Yves, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, bonsoir. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis heureuse de vous voir tous mobilisés
ici, physiquement, mais aussi virtuellement, pour le lancement de cette semaine dont le thème est bien sûr, comme il a déjà été souligné, ô combien pertinent et urgent. La démocratie est un régime malade, nous le savons, et ce, depuis quelque temps déjà. Les symptômes sont assez faciles à identifier. Méfiance et remise en cause des institutions et des mécanismes démocratiques, cela a déjà été dit, progrès d'une marchandisation directe et indirecte des dynamiques démocratiques et de leur capture, une démocratie donc qui tend plus ou moins clairement, selon les lieux, vers des logiques plutocratiques. En conséquence, et en regard de cela, perte de légitimité, prise de distance ou même refus de participer. Impossibilité par ailleurs de créer des ponts et de faire les liens entre des bulles informationnelles et d'opinion qui sont de plus en plus incompatibles. Thomas Kuhn utiliserait le terme d'incommensurable. Montée en puissance en parallèle des régimes illibéraux et retour de la figure de l'homme fort comme expression symbolique du pouvoir. Homme est au sens propre ici, mais je mets des guillemets et l'on pourrait peut-être discuter de l'opportunité de mobiliser plutôt la notion de dictateur faible. Les causes, quant à elles, sont complexes et multidimensionnelles. Je ne serai pas exhaustive, mais je soulignerai seulement quelques-unes des dimensions importantes de ce faisceau de causalité. Le déséquilibre que produit la croissance exponentielle des inégalités, cela a déjà été mentionné par Monsieur le recteur, est un élément très important, bien sûr, qui permet la double dynamique que j'ai déjà mentionnée, d'une capture du jeu démocratique d'un côté et d'autre part d'un retrait, d'un refus, d'une délégitimisation de ce jeu. Le progrès de l'individualisme est aussi un élément important, en particulier sous la forme à laquelle on pense trop rarement, qui est l'accélération d'un sentiment de solitude structurelle, que la crise sanitaire, bien sûr, a fortement aggravé. Dans son livre de 1952, « Idéologie et terreur », Hannah Arendt soulignait déjà que la solitude, lorsqu'elle progresse de manière structurelle, fait le lit du totalitarisme. Je la cite. « The chief characteristic of the mass man is not brutality and backwardness, but is isolation and lack of normal social relationships. » Enfin, bien sûr, je ne veux et je ne peux pas oublier, étant donné ma fonction et le lieu où nous sommes ce soir, le rôle clé de l'éducation. Nos systèmes éducatifs doivent savoir garder l'équilibre entre deux missions aussi importantes l'une que l'autre. Bien sûr, le système éducatif se doit de préparer au mieux la jeune génération à trouver sa place dans le monde du travail par le développement de compétences adéquates et pertinentes. Mais nous ne devrions jamais oublier, ce faisant, que l'autre responsabilité des systèmes éducatifs, et ce à tous les niveaux, est de donner à chacun l'opportunité d'une expérience de Bildung, ce mot allemand qui n'a pas d'équivalent en français ou en anglais. Nous nous devons de créer les conditions pour un processus de maturation personnelle et culturelle qui fasse de nous tous des citoyens critiques, capables de penser par nous-mêmes et responsables. Une condition sine qua non, nous le savons, pour un fonctionnement satisfaisant de nos systèmes démocratiques. Les symptômes et quelques éléments de cause étant posés, on en vient tout naturellement à la question des solutions possibles et envisageables. Et c'est précisément, il me semble, l'agenda de cette semaine de la démocratie. Les conditions très particulières de notre monde font qu'on pourrait se résigner à la mort annoncée de la démocratie. Mais ce que je comprends dans la démarche des organisateurs et des organisatrices de cette série d'événements, tous plus intéressants les uns que les autres, est une perspective assez différente. Il s'agit de réfléchir ensemble aux mécanismes qui peuvent réinventer, redéfinir l'espoir démocratique, et ceci peut parfois exiger de s'éloigner de certains des canons et définitions classiques. Il s'agit d'encourager une vraie biodiversité, si je peux utiliser ce terme un peu hors contexte, de tactiques, de mécanismes, d'initiatives, qui tous ont pour objectif de penser la démocratie de demain, une démocratie réinventée pour déjouer les pièges de sa mise en question. Je souhaiterais ici souligner combien le Graduate Institute soutient et encourage cette démarche, car ces questions qui se posent autour de la démocratie sont à envisager à tous les niveaux de nos vies sociales, politiques et économiques, au niveau national, régional et local, bien sûr, mais aussi au niveau international et transnational, avec des problématiques uniques à ce niveau-là qui nous intéressent évidemment tout particulièrement à l'Institut. Comme vous le savez,
le Centre Albert Hirschman pour la démocratie, qui est au Graduate Institute le lieu qui intègre et coordonne nos réflexions sur ces sujets, est l'un des organisateurs de cette semaine. Merci à Christine, à Chaligny, mais aussi à toute l'équipe du Centre pour le lourd travail de ces derniers mois. En temps normal, c'est déjà bien compliqué d'organiser une telle suite d'événements, mais il faut souligner la complexité particulière cette année. Mettre en place ce format hybride d'interaction sur une semaine entière a représenté, je m'en doute, un très lourd travail, mais il est indéniable que cela crée aussi de vraies opportunités, en particulier en nous permettant d'ouvrir les débats encore plus largement. Laissez-moi dire aussi combien je suis heureuse que cette semaine de la démocratie soit une coproduction entre la chancellerie, l'UNIGE, notre partenaire historique, et l'Institut. Et je souhaite remercier très chaleureusement, évidemment, Yves, monsieur le vice-chancelier, mais aussi toutes les équipes impliquées côté chancellerie et côté UNIGE. L'inscription de ces débats au cœur de la cité est plus que bienvenue, elle est nécessaire, et bien sûr, on ne parle pas de n'importe quelle cité, mais bien de cette cité unique qu'est Genève, à la fois ancrée et cosmopolite, et en cela tellement proche de ce que nous sommes à l'Institut. Je finirai avec cette citation d'Albert Hirschman. In certain societies, there is a systematic underestimate of one's own creativity. Je suis persuadée que la semaine à venir va le contredire. Je nous souhaite des discussions riches, productives et avant tout créatives. Pour lancer ces discussions, je vous propose de commencer par regarder un extrait de l'interview avec Pierre Rosanvallon, qui a été réalisé pour cette semaine de la démocratie par l'équipe du Centre Hirschman à l'Institut. Pierre Rosanvallon explique comment s'exprime, selon lui, ce qu'il appelle la contre-démocratie à travers les mouvements pour le climat. Et là, je rejoindrai bien sûr le recteur et le vice-chancelier sur ce questionnement de ce terme de contre-démocratie. La contre-démocratie est-elle finalement autre chose que l'alterdémocratie, d'autres formes de démocratie? Voilà une question qui va nous permettre d'entrer en matière pour la table ronde qui suivra. Et on peut maintenant lancer le film. Alors le premier sous-thème, qui est contre-démocratie et mouvement pour le climat, ma première question, c'est de vous demander tout simplement comment s'exprime la contre-démocratie dans les différents mouvements pour le climat qu'on a pu voir émerger ces dernières années. Le terme même de contre-démocratie est un petit peu provoquant. Ce que veut dire le terme de contre-démocratie, c'est que la démocratie n'est pas simplement définie par ses institutions, la démocratie n'est pas simplement définie par le vote, mais elle est définie aussi par la place des citoyens. Or, les citoyens, ils ont deux organes principaux, si je puis dire. Ils ont leur voix. Ils peuvent être présents dans des manifestations, se faire entendre, ils peuvent faire des pétitions pour se faire entendre d'une autre façon, et bien sûr, ils ont leur voix qu'ils mettent dans l'urne lors des élections. Mais il y a un autre organe de la citoyenneté, c'est l'œil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défiler tous les jours et on ne vote pas tous les jours. En revanche, le citoyen peut tous les jours avoir l'œil ouvert sur les pouvoirs. Il peut les contrôler, il peut les surveiller, il peut les soumettre à l'expertise, il peut les obliger à s'expliquer. Et le terme de contre-démocratie que j'ai forgé je l'ai forgé justement pour montrer toutes ces fonctions de contrôle, de surveillance et rappeler qu'elles ont un rôle fondamental en démocratie. C'était d'ailleurs le cas aussi dès la Grèce antique. Dans la Grèce antique, il y avait les personnes que l'on élisait et puis à tous les niveaux, on mettait en place des contrôleurs qui étaient eux aussi élus. Alors, dans cette question de la lutte pour faire baisser le CO2 et rendre la planète plus habitable, bien sûr qu'il y a des décisions publiques qui doivent être prises. Et là, le rôle de l'attention, le rôle de pression des citoyens, il est absolument décisif. Ce qui veut dire quoi? C'est que les citoyens prennent la parole pour exprimer leurs opinions, mais aussi qu'ils se forgent en quelque sorte leur propre expertise. Partout, il y a de l'expertise publique, il y a l'expertise des États, mais il faut aussi qu'il y ait une pluralité des expertises. Et je crois que c'est très important dans ce domaine que les citoyens ne soient pas simplement des suiveurs en quelque sorte, mais qu'ils soient aussi à l'initiative d'expérimentation, d'expertise, et qu'ils aient un œil sur les pouvoirs. Parce qu'on le voit bien à travers des expériences récentes en France de conventions citoyennes sur le climat,
que bien sûr cette convention citoyenne, elle a indiqué un certain nombre de voies possibles, suggéré des réformes, mais qu'ensuite il fallait en quelque sorte un travail de suivi. Et que ça participe de la contre-démocratie, c'est le travail de l'œil du citoyen qui veille en quelque sorte à maintenir une tension permanente pour que les institutions suivent les décisions pour lesquelles elles ont été élues. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Genève, bienvenue à la semaine de la démocratie. J'espère que vous êtes confortablement installés sur vos sièges ou derrière vos écrans. Je vous remercie de laisser vos masques jusqu'à la fin du débat. Mais je gage que les gestes barrières et la distanciation sociale ne vous empêcheront pas de faire circuler les idées. C'est bien l'idée du débat de ce soir. L'œil et la voix. Vous avez entendu la réflexion de Ronson-Vallon, historien, sociologue. C'est un penseur central de la démocratie. Et en fait, son travail nous accompagnait pour la préparation de ce débat et pour la programmation de l'ensemble de cette semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler du climat. Comme vous le savez, la jeunesse est dans la rue. Manifestation pour le climat, occupation de la place fédérale, procès de militantes et de militants. La jeunesse est dans la rue, elle lève le poing pour demander des réformes urgentes, pour demander des réponses face à la situation climatique. Alors, qu'est-ce que nous dit ce mouvement sur nos bonnes vieilles démocraties? Quelle transformation, quelle réponse politique doit-on faire pour répondre à ces revendications et face à cette urgence? C'est l'objet du débat d'aujourd'hui, avec 4 intervenants, 2 représentants de ces nouveaux mouvements et 2 chercheuses et chercheurs. Je me permets d'excuser Géraldine Fliguer, qui est malade et qui ne peut pas être aujourd'hui avec nous. J'espère que cette soirée va vous intéresser. On va encore vous passer une toute petite vidéo et on va pouvoir se lancer directement dans le débat. Il y aura une première phase d'échange entre les 4 intervenants et ensuite je passerai la parole au public. Alors j'invite Maxime Derbois d'Extinction Rébellion, ingénieur et responsable du groupe de travail sur la participation citoyenne. Bonjour, bienvenue. Jean-François Bayard, qui est professeur à l'IHEID, anthropologue et politologue, spécialiste notamment des processus de globalisation. Jasmine Lorenzini, collaboratrice scientifique à l'Université de Genève, qui travaille sur les mouvements sociaux et sur les mobilisations de la jeunesse. Bonjour, bienvenue. Et Madé Borel, qui est étudiant, qui vient de commencer ses études et qui fait partie de la grève pour le climat. Bienvenue, bonjour. Alors vous pouvez enlever vos masques, prendre vos micros. Alors peut-être qu'on va commencer cette discussion. L'idée, c'est que véritablement on puisse échanger ensemble. Alors j'avais pas prévu de séparer les militants avec la science infuse de nos collègues. Je vais peut-être commencer avec Jean-François Bayard, parce que c'est vrai qu'on parle de ce mouvement, de cette mobilisation de la jeunesse qui nous semble inédite. Alors est-ce que c'est quelque chose, à votre sens, de profondément nouveau? Dans quel mouvement on pourrait réinscrire ces nouvelles revendications qui sont apparues à Genève, à Paris, à New York, dans les villes d'Occident et d'Amérique du Nord? Je vois que vous me placez dans la situation extrêmement désagréable, soit du vieux sage, soit du vieux crétin, à qui vous cherchez à dire « bon, rien de nouveau sous le soleil », etc.
Bon, peut-être déjà faut-il sociologiser la jeunesse. Est-ce que la jeunesse existe? Je n'en sais rien. Les jeunes existent, on en a 2, même 3. Mais c'est pas évident. La jeunesse n'est pas un acteur historique. Donc je pense qu'il faut se méfier de cette notion qu'on a beaucoup utilisée, par exemple, au moment des printemps arabes. Donc oui, des jeunes. Mais tous les jeunes ne se reconnaissent pas forcément dans ces mobilisations. Une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il y a aujourd'hui, en effet, non seulement en Europe ou dans les pays occidentaux, mais également dans ce que l'on appelle plus le tiers-monde, des mobilisations extrêmement importantes autour de la question du climat, de l'environnement, etc. Et ça, je crois qu'il faut le dire, quelle que soit l'importance des problèmes qui se posent à la vieille Europe ou maintenant assez vieille Amérique du Nord. Mais par exemple, en Algérie, ces 10 dernières années, le grand mouvement de contestation que nous avons vu se déployer il y a quelques mois a été précédé, notamment dans le sud algérien, dans l'extrême sud algérien, au Sahara, par des mobilisations qui portaient essentiellement sur des enjeux de pollution, enfin, surtout de pollution et bien entendu de répartition de la richesse nationale. Vous avez des mobilisations dans le delta du Nigeria qui sont extrêmement importantes, qui sont plus difficiles à classer, qui ne seraient pas forcément très sympathiques pour les jeunes militants d'Europe occidentale, parce que souvent ces mobilisations prennent la tournure du brigandage, de la piraterie, et elles sont souvent extrêmement violentes. Vous avez des mobilisations très fortes en Turquie. Peut-être faut-il parler à l'imparfait ou au passé composé, autour de barrages, ou plus exactement contre des barrages, contre des projets de décharge, etc. En Iran, la question environnementale était au cœur de mouvements sociaux très puissants, en dépit du contexte assez autoritaire du régime. Et ces événements, ces mobilisations ne peuvent être distraites d'autres formes de mobilisation, comme la campagne 1 million de signatures pour la reconnaissance des droits des femmes. Et dans les géoles iraniennes, il y a des universitaires, comme notre collègue Fariba Adelkha, que votre université va honorer vendredi, en lui remettant un doctorat honoris causa. Mais Fariba Adelkha a partagé sa cellule, ainsi d'ailleurs que Roland Marshall, jusqu'au mois de mars, avec de nombreux militants environnementalistes. Et puis une dernière remarque, c'est que nous qualifions aujourd'hui d'environnementalistes ou d'écologiques ou des mouvements qui sont incontestables et que l'on qualifierait autrement, par exemple, au XVIIIe, au XIXe siècle. Ce que je veux dire, c'est que la transformation capitaliste des campagnes au XVIIIe et au XIXe siècle a suscité des révoltes, des résistances extrêmement fortes, que nous voyons à travers des lunettes historiques un peu différentes, alors même que le 18e, mais je parle sous votre contrôle parce que c'est vous l'historien, alors même que le XVIIIe siècle a été une crise environnementale absolument dramatique pour l'Europe, ce qu'on a un petit peu oublié. Et donc, on pourrait relire ces résistances que nous interprétons dans nos livres d'histoire en termes de résistance sociale, etc. Nous pourrions les relire, peut-être de manière un peu anachronique, mais parfois ça ne fait pas trop de mal, à l'aune des mobilisations contemporaines. D'une certaine manière, les 18e et 19e siècles ont été des moments absolument dramatiques de destruction de zones humides, de fronts pionniers qui ont été absolument, qui ont eu des conséquences terribles pour l'environnement, pour le climat. Et c'est un joke naturellement, mais comme toutes les plaisanteries, il faut les prendre parfois un petit peu au sérieux. On pourrait avoir une lecture environnementaliste des westerns. Le combat entre les pionniers
blancs et les Indiens, portait d'une certaine manière, sur l'environnement, sur la conception de l'environnement, sur ce qu'on appellerait les politiques de l'environnement aujourd'hui, et du côté indien, mais aussi bien peut-être du côté européen, cela était indissociable de vision cosmologique, de conception de l'humanité naturellement antagonique. Voilà la manière dont j'essaye de me tirer du piège que vous m'avez tendu. C'était pas mon intention. Alors, Maxime Derbois, donc vous militez à Extension Rambalion, vous sentez un petit peu en apache de la mobilisation politique. Mais ce que je voulais vous demander, c'est un petit peu, quels sont vos référents politiques? Vous êtes en mouvement en rupture, qui revendique une nouveauté, ou bien vous avez dans vos pratiques et vos revendications toute une série de références historiques, mai 68, le mouvement des indignés, je ne sais pas. Comment vous vous positionnez par rapport à cette trame des mobilisations? Alors, concernant le mouvement des indignés, c'est vrai qu'on est assez proche sur le côté politique. Nous, ce qu'on prône avec Extinction Rebellion, c'est la non-violence, et par ce côté-là, c'est plutôt des mouvements plus dans le passé, genre Gandhi, genre Martin Luther King, et c'est plus à ça qu'on fait référence quand on parle de la non-violence. Après, concernant l'écologie, c'est un mouvement, on considère que c'est nouveau, puisque jusqu'à présent, on n'a pas l'impression que l'écologie était au cœur des problématiques. Donc, voilà. D'accord. Alors, Yasmine Lorenzini, vous travaillez plus spécifiquement sur ces mouvements. Dans vos travaux, en termes de profil militant, en termes de pratiques politiques, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui font leur nouveauté? C'est l'aspect massif ou c'est des profils un petit peu nouveaux qui émergent? Donc, sur cet aspect, qu'est-ce qui les distingue ou qu'est-ce qui les fait ressembler à d'autres mouvements? Donc, peut-être sur ce qui les distingue, et ça me permet aussi de rebondir sur la question de la jeunesse, c'est que c'est un mouvement qui a une part importante de très jeunes militants. On a dans certaines manifestations 22% qui ont moins de 18 ans. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le groupe des universitaires ou qui composent traditionnellement, disons, un grand nombre de militants des mouvements sociaux. On est dans des militants qui sont plus jeunes, donc avec une forte mobilisation des collégiens. Après, je vais dire exactement le contraire, c'est qu'il faut distinguer les manifestations du vendredi, qui étaient les climate strikes, où il y avait une part très importante de jeunes, qui représentaient plus de la moitié des militants, et les manifestations du samedi, qui regroupaient un public beaucoup plus large, où il y avait beaucoup de parents et de grands-parents aussi. Donc ces mobilisations, qui sont qualifiées de mobilisations de jeunes, parfois pour les décrédibiliser, parfois pour les valoriser, tout dépend qui le dit. Il est important de souligner que les organisateurs sont très souvent des jeunes, qu'ils ont initié ces mouvements, mais qu'ils arrivent à mobiliser bien au-delà d'un groupe social qu'on pourrait nommer les jeunes. Donc ça, c'est sur la composition du mouvement. Là où le mouvement a plus de difficultés, c'est à mobiliser au-delà des classes moyennes supérieures, à mobiliser au-delà des classes qui ont accès à un niveau supérieur d'éducation. On a parmi les militants un nombre élevé de jeunes qui ont des parents universitaires. En Suisse, on a environ 30% de la population qui va à l'université. Parmi les militants, plus de 50% ont des parents universitaires. Donc on voit là qu'il y a un biais de classe. Il y avait une tentative du mouvement d'ouvrir vers des classes plus ouvrières en s'alliant avec les syndicats. La pandémie a fait qu'on ne saura jamais quel pouvait être le résultat de cette alliance. Mais là, je vois un enjeu important pour le mouvement de s'ouvrir, de trouver des moyens de dialoguer avec les classes ouvrières. Ensuite, sur la question des références historiques, je pense que le mouvement ressemble pour beaucoup d'aspects au mouvement des indignés ou de Occupy que vous avez mentionné, pour plusieurs raisons. Aussi
parce qu'il utilise la désobéissance civile, le mouvement des indignés a occupé durablement les places de plusieurs villes d'Europe et au-delà pour faire entendre la voix de eux-mêmes s'autonoment, le 99%, c'est la voix des personnes que l'on entend peu ou pas dans les politiques institutionnelles. Donc il y a, comme le disait Pierre Rosanvallon, cette question de la voix, de la capacité à s'exprimer sur les thématiques politiques. Et il y a une autre ressemblance avec ce mouvement, c'est le fait d'utiliser la démocratie participative à grande échelle. Donc sur ces places, ce qui s'est passé souvent, c'est que des militants, probablement qui venaient du mouvement altermondialiste de la fin des années 90, du début des années 2000, ont essayé d'utiliser à grande échelle, avec des personnes qui ne connaissaient pas ces pratiques, des pratiques de démocratie participative, en enseignant tout un langage que vous connaissez mieux que moi, pour permettre un dialogue à grande échelle avec de très nombreuses personnes. Et pour donner non seulement de la voix à ces personnes, mais aussi un sentiment de compétence et des outils pour participer au-delà de cette mobilisation sur les places pendant le mouvement des indignés. Très bien, je pense que c'était très utile de remettre ce contexte en place pour entrer dans la discussion. Mady Borrell, donc vous étiez très lié, notamment l'année dernière, vous étiez au collège dans le mouvement pour la grève pour le climat, donc des fameux vendredis qu'a évoqué Jasmine. Vous pouvez peut-être nous rappeler c'était quoi l'élément déclencheur et finalement comment vous avez réussi à sortir tout à coup ces collégiens qu'on pensait sans aucune motivation politique et dans l'attente d'avoir leur matu, tout à coup occupent la rue et organisent des manifestations aussi marquantes. Alors, je pense qu'il faut savoir que ça s'est fait très très vite, peut-être en une semaine, on a vu que tout le monde s'organisait et que tout s'est fait. Et il n'y a pas eu les organisations traditionnelles des mouvements comme ça. Mais il faut savoir aussi que tous les jeunes étaient déjà au courant de ces problèmes, qu'ils étaient déjà motivés pour faire quelque chose et qu'on a créé là l'opportunité d'agir. Et même personne n'est derrière, vu qu'il y a eu des groupes avec des centaines de personnes qui ont participé, chacun dans les collèges a créé des comités, des groupes qui ont organisé des choses. Mais il faut savoir aussi qu'on n'a pas du tout été aidé par le DIP, et que ça a été compliqué. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas le principe de grève. On a déjà eu des discussions avec les directeurs ou la ministre, et puis ils disent « Mais pourquoi vous faites la manifestation vendredi? Si vous faites samedi, il y aura plus de gens qui pourront venir. » Mais ils n'ont juste pas compris que le principe de la grève, c'est de ne pas aller au travail, et de finalement pas aller en cours, dans le cas des étudiants. Et il faut dire aussi que, effectivement, les manifestations d'étudiants, ça ne suffit pas pour changer les choses durablement. Bon, effectivement, il y a eu plus de verts élus, mais au-delà de ça, il n'y a pas de grande différence visible. Et comme ça a été dit, le mouvement de la grève pour le climat essaye de faire une grève générale, donc en travaillant avec les syndicats. Et ça, c'est un travail qui est beaucoup plus long. Parce que vous en doutez bien, en une semaine, on peut organiser une grève avec des étudiants, mais une grève générale, c'est un peu plus compliqué. Avec le Covid, il y a eu effectivement un arrêt et ça a été reporté à l'année prochaine. Je crois que la date actuelle, c'est le 21 mai 2021. Donc ça prend du temps d'organiser une grève comme ça. Mais si ça marche, on pourra essayer de lier justement les intérêts des jeunes, qui sont apparemment climatiques, et les intérêts des ouvriers. Mais ça a été dit aussi avant, finalement, les intérêts climatiques, c'est aussi les intérêts des ouvriers, c'est les intérêts de tous les gens qui sont opposés au capitalisme et puis à ces choses-là. Et ça va de pair. Et les grèves climatiques ont eu du succès en Suisse, mais il faut voir que dans d'autres pays, il n'y a pas eu autant de succès, peut-être parce qu'il y avait déjà les gilets jaunes ou déjà une autre forme de contestation publique. Et la question du climat a été le point de radicalisation en Suisse, mais c'est un peu un hasard du moment, je pense. Alors là, on rentre en plein dans le débat. Vous avez évoqué les réticences à l'époque du DIP face à la proposition de faire une grève. Donc effectivement, donc, dans l'alterdémocratie et la contre-démocratie, c'est sortir des processus traditionnels de la démocratie, soit le processus des partis, des discussions parlementaires et des votations. Donc dans ces propositions qui sont centrales dans vos mobilisations, se pose la question de comment faire face à l'urgence.
on est dans un système politique, on le voit assez bien avec notamment cette proposition sur le CO2 qui a été discutée au Parlement, où les processus politiques sont assez longs, ils passent par le compromis, par des processus de référendum. Donc on est sur une chronologie qui semble assez longue par rapport aux urgences qui sont revendiquées dans vos mouvements. Donc comment vous vous positionnez? Alors je vais peut-être poser la question, Xavier, par rapport à ces processus démocratiques traditionnels. Vous devez être en groupe de pression pour accélérer les réformes, ou bien vous devez vous inscrire dans une transformation plus profonde de la démocratie? En fait, ce qu'on essaye de faire dans un premier temps, c'est justement de mettre la pression sur les politiques actuelles pour que les décisions soient prises rapidement. Mais en fait, comme on voit que ça ne marche pas, qu'il y a vraiment un problème dans la réactivité de la prise de décision, ben en fait, on essaie de proposer autre chose, un autre modèle où la prise de décision serait plus rapide ou au moins plus radicale. Typiquement, Extinction Rebellion propose un modèle d'assemblée citoyenne où en fait, ce seraient les citoyens qui décident avec un processus de tirage au sort qui éviterait tout le processus d'élection, qui est aussi très long et très coûteux en énergie et en argent. C'est vraiment le fait que aussi les citoyens décident, on s'affranchit de pas mal de problèmes, puisqu'en fait la crise actuelle, c'est vraiment le révélateur des problèmes de la démocratie finalement. On voit qu'on met longtemps à prendre une décision, qu'on n'est pas assez tranché, qu'on ne va pas assez vite. Et donc, du coup, le fait qu'on ait un public représentatif qui représente toute la population, puisque, comme vous l'avez souligné, en fait, même nous, en tant que mouvement, on n'arrive pas à inclure toute la population. On aimerait que cette participation citoyenne inclue toute la population, en fait, englobe tout le monde, même les gens qui ne sont pas représentés. Et du coup, donc simplement pour préciser, votre idée, c'est de développer des assemblées citoyennes. C'est ça. Voilà. Dont les représentants sont élus par tirage au sort. C'est ça, donc dans des assemblées citoyennes, donc en fait un peu sur le modèle de la Convention citoyenne en France, où les représentants sont élus, enfin sont pas élus, du coup sont tirés au sort. Ça c'est quelque chose qui est très très vieux, ça vient on parlait de l'histoire tout à l'heure, ça vient de la démocratie athénienne. Et en fait, ce qui est maintenant reconnu comme démocratie, c'est pas en fait une vraie démocratie, c'est un peu une électocratie, une aristocratie élective. C'est-à-dire que si on veut vraiment prendre le pouvoir, si on veut participer à la vie politique, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un parti, il faut faire tout ça. Alors que si on part sur des assemblées citoyennes par tirage au sort, il n'y a pas vraiment besoin de tout ce processus d'avoir tous au cercle et autour et d'avoir toute cette histoire. Finalement, c'est vraiment, on remet le citoyen au centre de la décision politique. Alors, Yasmine, par rapport à ces propositions, vous pouvez peut-être nous expliquer en fait quelles sont les pratiques qui sont revendiquées ou développées de cette contre-démocratie dans les mouvements pour le climat d'une manière plus générale autour du mouvement des indignés. Donc là, on a vu les assemblées citoyennes. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui sont développées et qu'on pourrait identifier comme faisant partie de ces nouvelles formes, on va dire citoyennes, de participation démocratique? En fait, je vais vous répondre, mais de manière un peu détournée. Donc, je voulais dire deux choses. Ouais. Une par rapport à la lenteur du système, donc, et qui ne remet pas du tout en question est-ce que les assemblées citoyennes sont souhaitables ou non. On l'a vu pendant la récente pandémie, le système est tout à fait capable de prendre des décisions très rapidement lorsqu'il considère qu'il y a une crise vitale, essentielle, à laquelle il faut faire face rapidement. Donc là, on peut se poser la question plutôt, est-ce que le système est capable d'aller vite? Et la question est plutôt, est-ce que le système politique, institutionnel, prend au sérieux l'urgence climatique? Et là, apparemment, on peut répondre sans être trop partisan, non, puisque les études scientifiques le montrent très clairement, la situation est urgentissime. Donc là, ça pose vraiment la question, est-ce que les assemblées citoyennes permettraient ou non mieux de répondre rapidement à la question de l'urgence climatique? Ensuite, sur les assemblées citoyennes, je pense que ce qui est très délicat, c'est
non seulement comment les mettre en place, donc on peut avoir un tirage au sort, on peut avoir ça comme une troisième chambre par exemple, mais après la question c'est aussi quel type de décision peut prendre cette troisième chambre? Est-ce que les objets qui sont soumis à cette troisième chambre, admettons que ça soit ça le modèle, sont très fléchés et décidés en amont, du coup ça laisse très peu de marge de manœuvre à cette assemblée citoyenne. Il faut aussi un temps de formation et d'information pour ces assemblées citoyennes. Donc, je ne suis pas sûre que ça réponde à la question de l'urgence climatique. Je pense par ailleurs que ça répond à d'autres questions qui ont été mentionnées en introduction, le désengagement des citoyens, la méfiance de plus en plus grande par rapport aux élites, par rapport aux institutions politiques. Et puis ensuite, je voulais apporter un troisième élément de réponse qui est lié à l'histoire un peu des mouvements sociaux. C'est-à-dire que les partis politiques, en tout cas un certain nombre de partis politiques, étaient à l'origine des mouvements sociaux. Et celui qui s'est créé le plus récemment, c'est le Parti des Verts. Donc en fait, en Suisse, on a eu de très fortes mobilisations écologiques dans les années 70 et 80. Et suite à ces mobilisations, une frange ou une partie de ce mouvement social a décidé de s'institutionnaliser, donc de choisir la voie institutionnelle pour mener les combats écologiques. Et puis une frange reste plus alter-démocratique, donc investit la société civile, le monde associatif. Donc c'est aussi un des héritages qui explique l'ampleur du mouvement écologique aujourd'hui. Après, ce qu'on voit avec ces partis politiques, c'est que plus ils vieillissent, quelque part, plus ils s'éloignent de leur base dans la société civile, de leur lien avec d'autres milieux, d'autres sphères politiques, alter-démocratiques, le monde de la société civile et d'autres ancrages sociaux qui permettent de faire remonter les thèmes politiques que la base souhaiterait voir traités dans la politique institutionnelle. Et là, c'est un autre enjeu de réforme, de transformation de la démocratie. Alors, Jean-François Bayard, que nous dit ces nouveaux mouvements de la santé de nos démocraties? Quel bilan, quelle réflexion devrait nous amener, un peu comme vous venez de le faire, sur le fonctionnement, en pensant comme François Vallon que la démocratie est un atelier permanent de réinvention et de discussion entre les acteurs sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de compenser cette différence entre une jeunesse en Afrique, en Europe, qui indique des nécessités et une urgence, et une classe politique et des partis qui fonctionnent effectivement à un autre rythme et qui sont d'une autre époque? Alors, il y a peut-être une crise des institutions démocratiques ou de la société politique démocratique, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une crise de la philosophie politique. Et mon propos serait peut-être d'essayer de réconcilier ou de concilier ou de faire ou de rappeler que la philosophie politique, somme toute assez classique, peut être une arme de radicalité politique. Et après tout, tous ces concepts de philosophie politique, tels qu'on les apprend et tels qu'on les manie au lycée ou à l'université, ont été des concepts de combat. Les gens qui les ont forgés étaient des philosophes, on dirait aujourd'hui, engagés, même s'ils n'avaient pas de chemise blanche largement ouverte sur leur torse. Ils ont pris des risques, et à Genève, on est assez bien placé pour le savoir, puisque vous aviez un voisin à Ferney qui était quand même un homme de combat. Genève, c'est aussi la ville de Rousseau. Donc la philosophie politique la plus classique, n'a pas grand-chose à voir avec le conservatisme ou avec une espèce d'attitude quiétiste par rapport à l'urgence du moment.
Première chose que je voudrais rappeler, c'est que le concept de société civile a été très largement dévoyé d'un point de vue philosophique par le moment néolibéral dans lequel nous vivons. Et dans la pensée néolibérale, la société civile, enfin ce que l'on appelle comme telle, c'est l'antipode de l'État. Il y a le méchant État, et puis il y a la bonne société civile, bien bisounours, etc. Mais je voudrais rappeler que philosophiquement, et quelles que soient les nuances entre Hegel, Max Weber, Marx ou Gramsci, la société civile, c'est la société dans son rapport à l'État. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le voir. Donc, à mon avis, il ne faut pas avoir peur du pouvoir, il ne faut pas avoir peur de l'État, il faut l'investir. Deuxième chose, c'est qu'on dit souvent que la politique, c'est l'art du possible. Et c'est aussi l'art de créer un rapport de force. Donc moi, personnellement, je ne crois pas à une conception millénariste du combat, par exemple, pour le climat, avec Jeanne d'Arc. Je crois plutôt à la constitution d'un rapport de force et qui, au fond, peut retourner contre la démocratie son mantra, en bon judoka. On dit toujours qu'il n'y a pas d'impôt sans représentation. C'est un petit peu le logiciel de base de la démocratie, notamment d'inspiration britannique. Or, il se trouve que la question fiscale est au cœur de la question du climat. Ne serait-ce que parce que des économistes ont montré qu'une bonne manière de peser sur ce rapport de force serait, par exemple, de davantage fiscaliser les transports. Bon, je ne suis pas économiste, je ne rentre pas dans le détail, mais ce que je constate, c'est que vous avez des secteurs entiers de la société, on va dire, pour aller vite et de manière un peu polémique, le milieu des affaires, qui savent très bien organiser leur évasion fiscale ou leur optimisation fiscale. Et d'une certaine manière, c'est une forme de dissidence fiscale qui est puissamment relayée par des lobbies qui sont au cœur des institutions politiques, qu'elles soient nationales ou multilatérales, y compris au sein de l'Union européenne. Donc, au fond, peut-être que les radicaux environnementalistes devraient organiser leur propre, sinon optimisation, mais leur propre évasion ou leur propre dissidence fiscale. Et pourquoi n'y aurait-il pas une révolte fiscale d'inspiration environnementaliste ou écologique, on appelle ça comme l'on veut, ça pourrait être assez efficace. Un troisième point, c'est que dans ce rapport de la société civile à l'État, il y a aujourd'hui dans les mouvements, dans les mobilisations auxquelles nous assistons, ou dans la représentation parlementaire de cette sensibilité, c'est-à-dire chez les écologistes, il y a, en tout cas en France, je connais moins la scène politique helvétique, il y a un impensé qui leur coûtera très cher électoralement et notamment lors du derby, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Cet impensé, c'est la souveraineté. Or, je ne crois pas que l'on puisse formuler ou formater la question environnementale si on laisse complètement de côté la démocratie, la souveraineté. On voit très bien d'ailleurs comment la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre a ressuscité le moribond étatique. Tout le monde supputait la fin de l'État, etc. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru à cette thèse. Et le néolibéralisme a puissamment renforcer les prérogatives régaliennes de l'État et le crash test de la Covid-19 a confirmé ce point. Et je pense que si les écologistes n'apprennent pas à penser la souveraineté, ils iront devant de grandes désillusions électorales. Or, ça n'est pas impossible. Les Verts allemands ont eu un grand ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer. Donc, il n'y a pas de contradiction absolue entre l'écologisme et la souveraineté. Et je pense même qu'il ne peut pas y avoir de solution écologique ou de perspective écologique si l'on ne prend pas en considération cette idée de la souveraineté, idée ô combien classique en philosophie politique. Merci. Alors, Madé, je ne sais pas si vous imaginez comme bientôt futur ministre des Affaires étrangères, on peut vous le souhaiter.
Maintenant, pour peut-être poursuivre sur cet exemple du Covid, qui est assez intéressant, il y a eu urgence, on a mis en place des politiques exceptionnelles d'intervention, où effectivement le Conseil fédéral a mis en place des mesures extrêmement restrictives à la liberté individuelle et qui a un petit peu marché sur les principes démocratiques habituels. Alors, à votre avis, face au climat, il faudrait une sorte d'Alain Berset du climat et qui impose des mesures par le haut et qui permet de rapidement intervenir, ou vous pensez que ce type de processus est une menace par rapport aux mobilisations citoyennes que vous défendez et que vous pratiquez dans vos mouvements? Alors, moi, je vais peut-être commencer par parler de ce qui a été dit avant même qu'on s'installe ici, par rapport à la haute participation aux élections, enfin au vote de 54%, ou par rapport aux activistes à Berne qui ont réussi à rester 3 jours avant que la police les mette dehors. Donc. Oui. Et moi, je peux dire en tant que militant que c'est beaucoup plus compliqué que ce qui semble être dit ici, de lutter pour l'écologie ou contre le capitalisme ou quoi que ce soit. Et je connais des tas de gens qui ont essayé de faire des actions. Bon, je pense que XR, ils connaissent bien aussi la répression. Hein. Mais, par exemple, un camarade qui a fait le tourisme du pire, où il y avait peut-être 10-20 personnes qui se baladaient, qui faisaient une visite touristique de la ville, en critiquant, genre, ils passent devant une banque, ils disent, bon, ils font tel et tel investissement, ils polluent comme ça. Et pour ça, il y a eu un procès. Voilà, 20 personnes qui se baladent, il y a eu un procès. Il y a eu un moment aussi, après une manifestation, la montée de la Treille, où il y a une manifestation sauvage qui est partie de la place de Neuve pour monter la Treille, aller jusque devant les ministères, essayer de parler avec les politiciens. Et là, on a eu un cordon de policiers avec boucliers, lanceurs de balles de défense, tout ça. C'était il y a 2 ans à peu près. Personne n'en parle. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'arrestations, y compris des mineurs qui ont été pris de force et puis qui ont reçu des amendes pour refus d'obtempérer et tout ça et tout ça. Et donc, il faut savoir qu'on fait face à l'État directement quand on veut s'attaquer à certains intérêts qui sont ceux des capitalistes et riches, appelez ça comme vous voulez. Hein. Mais non, effectivement, notre intérêt, c'est pas de devenir ministre ou de se faire élire, etc. Je pense que le mouvement du climat, ça fait un moment qu'il est assez connoté révolutionnaire parce que on a fait cette expérience-là, que ça ne marchait pas de faire des demandes à l'État. Et maintenant, il n'y en a plus des gens au sein de la grève du climat qui vont dire oui, il faudrait peut-être faire des grandes banderoles pour montrer devant le Parlement ce qu'il faut faire ou comme ça. Il y a de plus en plus de gens ont conscience de ce problème-là et du fait qu'il faut un rapport de force. Et c'est pour ça que le gros travail actuel de la grève du climat, c'est donc la grève générale. C'est bien, j'ai oublié votre question d'origine. Non, mais vous y répondez de cette manière. C'était par rapport, si vous pensiez qu'il fallait répondre comme on l'a fait face au Covid, c'est-à-dire mettre en place des mesures d'urgence qui seraient portées par une politique d'exception. Oui, alors, on voit qu'il y a, par exemple, la loi CO2 qui a été mise, ou de même, ce qui a déclenché les gilets jaunes en France, c'était aussi une loi qui a augmenté le tarif de l'essence, et puis l'excuse de Macron, c'est-à-dire que c'était écologique. Alors on voit que ça ne marche pas. La population, elle ne suit pas ça. Parce que si on met à la verset écologiste, je suis à peu près sûr que ça ne va pas être très social, ce qui va se passer. Et en l'occurrence, la grève du climat et les écologistes en général, eh ben, ils sont aussi en lutte au niveau social, parce que c'est des intérêts partagés de lutter contre la pollution de l'environnement, etc., et contre le capitalisme. Donc non, je ne pense pas que la solution, ça soit une sorte de messie de l'urgence qui va sauver le pays en mettant plein de mesures d'un coup. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas. On a déjà fait des assemblées citoyennes, la grève du climat, ou des assemblées pour faire des revendications. Et là, assez vite, on a une revendication qui arrive qui serait, par exemple, nationaliser les banques et puis faire des investissements durables. Alors ça, pour que les politiciens soient d'accord de faire ça, je peux vous dire qu'il y a du travail, hein, parce que j'en ai parlé à un moment où j'étais appelé devant le gratin des politiciens de Genève parce qu'ils travaillaient sur une loi ou je sais pas quoi. Et puis à un moment, il y a une verte qui a dit ah mais on serait content si vous les jeunes vous alliez travailler avec nous. Puis là j'ai dit ok volontiers, on peut choisir quelle banque on nationalise en premier. Puis ils ont rigolé parce qu'évidemment ils peuvent pas faire ça. Donc non, ça ne marche pas. Il ne faut pas demander aux politiciens de la démocratie bourgeoise de lutter contre elle-même. Finalement, ça ne marchera pas. Ils défendent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Très bien. Alors, je ne sais pas, Extinction Rébellion. Voilà.
vous vous positionnez un petit peu comment par rapport au modèle de transformation de la société que vous avez un petit peu égrené, d'une manière assez brève. Vous êtes effectivement aussi pour une transformation majeure au point de vue économique de nos sociétés. Vous êtes juste un groupe de pression qui prend des risques, certes, mais dont le but, c'est de peser sur le jeu démocratique traditionnel. Alors, avec Extinction Rebellion, on a vraiment... La première revendication, c'est « dites la vérité ». C'est vraiment déjà la base. Et en fait, on aimerait que les pouvoirs politiques en place puissent se rendre compte de l'urgence écologique, parce qu'en fait, on voit, à travers les actes, qu'ils disent « oui, l'écologie, c'est bien gentil, on va en faire un peu », mais en fait, ils ne se rendent pas compte de l'urgence qu'il y a derrière. Donc, en fait, au fur et à mesure, on se dit « bon, bah, voilà, comme ça ne marche pas, comme l'a dit Madé, les petites choses ça marche pas, les demandes ça marche pas, et ben oui, en fait on dit il faut une transformation finalement. Et puis une transformation qui soit... La transformation peut pas être écologique sans être sociale. On l'a vu avec les gilets jaunes. Si on demande un effort... en fait, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la loi CO2, en fait, c'est exactement la même loi c'est le même genre de loi qui a déclenché les gilets jaunes. On augmente le carburant. Bon, ici, il y a peut-être des chances que ça passe, mais on voit qu'au fond, le système politique n'a pas compris que l'urgence climatique, elle est aussi sociale. Donc c'est pour ça qu'on souhaite une transformation. Et donc nous, on parlait des assemblées citoyennes, en se disant que peut-être, comme les assemblées citoyennes seraient peut-être un peu moins influencées par les lobbies, qu'elles seraient peut-être un peu plus neutres, un peu informées de manière plus juste, qu'il y ait une délibération qui soit transparente, peut-être qu'on aurait des décisions plus radicales et plus justes derrière. Et pas du coup juste une loi CO2 qui dit bon bah on va faire payer plus à ceux qui consomment du carburant, et pas de chance, c'est les pauvres, parce que en fait, comme c'est trop cher d'habiter en ville, ils vont habiter plus loin. Donc voilà, c'est vraiment, il faut une transformation sociale et écologique. Yasmine, est-ce qu'on peut considérer de révolutionnaires ces mouvements, du point de vue des modèles politiques sur lesquels vous travaillez? Donc, non, je dirais non. Mais ce qui est, toute la difficulté, c'est parce qu'on vit dans des sociétés complexes, dans des systèmes complexes, et le changement, à l'ampleur du changement auquel on doit faire face, est très difficile à mettre en œuvre. Donc, c'est vrai que d'un côté, le système est lent, les élites sont plus ou moins corrompues ou acquises à certaines doctrines qui vont à l'encontre des valeurs prônées par les mouvements qui demandent d'agir rapidement pour faire face au changement climatique. Mais par ailleurs, on ne connaît pas d'autres modèles que le modèle démocratique qui peut s'appliquer à grande échelle. C'est-à-dire que la démocratie représentative s'inscrit dans une histoire longue. Elle apparaît pour trouver un équilibre entre efficacité et expression du plus grand nombre. D'autres modèles existent à plus petite échelle. Et comme je le disais avant, je pense que les assemblées citoyennes peuvent amener beaucoup de choses à la démocratie, peuvent renouveler la démocratie sur beaucoup d'aspects, mais tout l'enjeu de dire comment on organise de la démocratie plus participative à grande échelle est un enjeu majeur. Donc je pense une partie du travail de cette construction du rapport de force, c'est aussi de faire peur au système institutionnel pour qu'il soit obligé d'agir avec les outils qui sont à sa disposition. Et que si on s'engage sur des voies purement révolutionnaires, dans le sens de dire on va renverser l'État et on va tout changer, le risque que mettent en avant les théoriciens politiques, c'est de dire on ne sait pas qu'est-ce qui va ressortir de cette révolution. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement dans la politique des petits pas.
Parce que tous les grands changements sociaux sont arrivés de manière plus ou moins inattendue. Donc je ne pense pas que... C'est difficile de dire est-ce qu'il faut être complètement pessimiste et de dire c'est impossible de changer le système, ou est-ce que c'est possible que dans un système démocratique transformé, de grands changements puissent advenir. Jean-François Bayard, l'association entre ces revendications pour le climat et cette attente de transformation de l'économie capitaliste, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Avant de répondre à cette question, je voudrais peut-être rebondir sur ce que disait Maudet. Moi, je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que on voit très bien comment les personnes qui détiennent aujourd'hui le pouvoir, quelle que soit plus ou moins d'ailleurs leur orientation politique, on va dire classique, hein, que ce soit de droite ou de gauche, mais par définition les écologistes ont une démarche différente. On voit très bien comment ces élites sont fondamentalement incapables de changer de logiciel. Et comme souvent, la France en a donné une image caricaturale. Au fond, la Convention citoyenne a accouché de quelques souris. Bon, parmi ces souris, il y en avait une bien modeste, qui était d'interdire le chauffage des terrasses pendant l'hiver. Donc on a déjà donné un délai jusqu'au mois de décembre. Bon, c'est une conception particulière de l'urgence. Et puis, la privatisation de l'espace public, c'est-à-dire on a offert au bistrot l'espace public sous la forme d'une libéralité. Et bien entendu, pour les dédommager de cette libéralité qu'on leur a donnée, on a prolongé l'autorisation du chauffage des terrasses jusqu'à décembre 2021. Et pour peu que notre sympathique virus continue à nous tenir compagnie, on voit très bien qu'on va vers les calendes grecques. Hein. Donc, de l'utilité du rapport de force. Ouais. Alors, je crois que le recours à la violence ou le recours à la non-violence, mais avec des formes qui vont être criminalisées en tant que violence par l'État, enfin, je suis pas là pour appeler les étudiants au soulèvement, mais ça, malheureusement, ça contribue à la constitution d'un rapport de force. On peut le regretter, mais on voit bien comment le rapport de force imposé par les Gilets jaunes en France a soudain permis à l'État d'ouvrir une bourse qu'il tenait soigneusement fermée, bon, à mon avis de manière complètement inconséquente. Mais enfin, on a vu que là où il n'y avait pas d'argent, tout d'un coup, il y en avait. Bon. Il y a une autre piste qui, me semble-t-il, est intéressante. Et là, je voudrais citer le grand livre de l'historien marxiste Edward Thompson, justement à propos de la transformation capitaliste de la campagne au XVIIIe siècle en Angleterre. Livre qui porte sur la forêt comme bien commun. Et Thompson, tout marxiste qu'il fut, expliquait qu'il y avait bien entendu une asymétrie dans le droit et dans sa mise en œuvre, mais que le droit n'était pas simplement un instrument dans les mains de la classe dominante, et que les gens du commun, enfin que les gens du peuple, les usagers de ce bien commun de la forêt, avec parfois un certain succès, parvenaient à mobiliser les institutions judiciaires, et qu'il y avait une certaine autonomie du droit par rapport à la lutte des classes et par rapport au pouvoir politique. Et l'on voit bien aujourd'hui comment des citoyens enfin, saisissent les tribunaux, parfois avec succès, pour faire condamner leur État, on le voit en France, parce que celui-ci ne met pas en œuvre de manière suffisamment énergique les dispositions nécessaires pour limiter la pollution. Donc une autre piste que la piste fiscale que j'évoquais tout à l'heure pourrait consister à muscler ces protestations sur le plan judiciaire et sur le plan juridique, et à ouvrir une nouvelle ligne de front, si je puis dire. Mais je ne veux pas me défiler par rapport à la question que vous me posiez.
L'important dans des continents comme l'Afrique, le Moyen-Orient, etc., à mon avis, est de ne pas se contenter d'une vision, je dirais, nord-atlantique. J'emprunte ce terme un peu polémique à mon ami Achille Mbembe, qui a utilisé le terme pour qualifier certaines églises protestantes en Afrique. Bon. Donc je crois qu'il ne faut pas, à propos de ces mobilisations en faveur du climat, pécher de la même manière qu'une certaine conception du féminisme ou des gender studies ou des mobilisations LGBT. C'est-à-dire d'imposer une conception nord-atlantique de l'écologie qui laisserait complètement dans l'ombre l'imaginaire et le vocabulaire politique dans des situations qui ont leur historicité propre. Bon. Je ne voudrais pas, si vous voulez, que les mobilisations en faveur du climat participent de ce que Merleau-Ponty qualifiait d'universalité de surplomb, hein, où l'homme blanc est en haut de la montagne, contemple l'horizon et dit ce qu'il faut faire et quelles sont les véritables perspectives et impose son analyse. Et ces mobilisations, à mon avis, doivent intégrer... vous aviez tout à fait raison quand vous insistiez sur la nécessité d'apporter des réponses qui tiennent compte de l'impératif de justice sociale. Et donc il y a des intérêts en Afrique, en Asie, il y a des intérêts à respecter. Et on ne peut pas, si on veut apporter des solutions viables politiquement, on ne peut pas négliger ces intérêts au nom d'une conception éthérée et complètement abstraite de l'environnement. Et puis il y a également un imaginaire et éventuellement une cosmologie, hein, j'y faisais allusion tout à l'heure. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Juste un exemple pour finir, qui est caricatural, c'est la manière dont certaines organisations non gouvernementales imposent un agenda de la forêt ou un agenda anti-chasse qui est complètement étranger d'une part à l'imaginaire des populations concernées, les plus directement concernées, et d'autre part à leurs intérêts les plus immédiats. Et aujourd'hui, nous avons quand même des organisations qui, au nom d'une conception de surplomb de l'environnement, cautionnent l'exécution de braconniers pour défendre la faune. On peut aimer les animaux et envisager des solutions peut-être un peu moins radicales. Très bien. Alors, moi, je vous propose qu'on prenne quelques questions. C'est aussi le but de cette soirée, c'est de faire circuler la parole ici, mais aussi parmi le public. Alors, il y a des micros qui circulent sur les deux côtés. Donc, il faut que vous leviez la main si vous voulez poser une question. Alors ici, madame qui est au milieu. On vous écoute. Merci. Bonsoir et merci pour cette très intéressant exposé. À mon sens, j'aurais trouvé intéressant qu'il y ait peut-être plus des acteurs un peu plus variés, parce qu'on a vraiment le monde académique et le monde de l'activisme. Alors moi, je suis à fond pour l'activisme, c'est pas un problème, mais je trouve qu'il manque peut-être des acteurs de la société civile qui représenteraient des associations qui se battent pour la nature sur le terrain. Et puis aussi voir, par exemple, une représentation politique, ça n'aurait pas été complètement fou vu le sujet, mais bon, c'est juste un petit commentaire. Ouais. J'avais juste une question. Est-ce que c'est pas un peu dommage, une question pour Madé et Maxime surtout, est-ce que c'est pas un peu dommage quand on entend... Alors je comprends la déception, la frustration, ça fait des décennies qu'on parle d'action au niveau politique, etc. On a l'impression qu'il n'y a que maintenant que ça se réveille. Est-ce que c'est pas un peu dommage de plus vouloir du tout parler avec le monde politique, alors qu'on voit que la vague verte, elle est en train d'arriver, et la vague verte, elle est quand même représentative d'un changement de paradigme au sein de la population, notamment en Suisse, puisque
on a quand même la chance de pouvoir s'exprimer directement. Alors est-ce que c'est pas un peu dommage justement de, maintenant que c'est en train de se réveiller, de tout laisser tomber? Ok, merci beaucoup. Alors, je sais pas, qui veut, Maxime, Madé? Alors Madé, allez-y. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une question très facile à répondre comme ça, mais disons, il y a des associations, des organisations qui se battent, on va dire, sur le terrain pour l'écologie. Et je crois que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut aussi quelqu'un qui aille se battre pour permettre tout ça, en particulier sur le terrain politique. Je me souviens qu'au début de la grève du climat, on avait un jeune vert avec nous. Puis au bout d'un moment, il a juste quitté la grève du climat parce que voilà, ça marche pas, quoi. Puis je préfère planter des arbres avec des assos. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, on perd le lieu politique et puis on défend plus nos intérêts. Donc peut-être moralement se sentir bien d'aller planter des arbres ou alors d'aller vivre dans une ferme autonome ou comme ça. Il y a plein de délires comme ça aussi. Mais il faut jamais oublier l'aspect politique et puis ne pas oublier qu'on vit tous ensemble et qu'on a besoin aussi de s'organiser tous ensemble si on veut lutter pour nos intérêts communs. Pour y répondre aussi, j'ai pas l'impression qu'on se déconnecte complètement du système politique. La preuve, c'est qu'on était devant chez eux les dernières semaines. Mais en fait, je crois qu'on joue encore sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on maintient la pression dans la rue et de l'autre côté, on demande quand même un changement politique. Mais en fait, ce changement politique, il passera par les politiques finalement. C'est un peu dommage, mais c'est-à-dire qu'il faut ces assemblées citoyennes, nous, qu'on demande, il faut qu'elles soient mises en place par les politiques actuelles. De toute façon, on n'a pas d'autres moyens actuellement. Et je pense que c'est aussi maintenir leur contact que de leur proposer des solutions face à la déconnexion des gens de la politique. Voilà. Okay. Pardon ? Ah, je vois, il y a quelqu'un qui est... Je vois pas. Là derrière. Non, ça. Juste avant, il y avait quelqu'un ici devant la caméra qui a levé la main. Ouais, ouais. Merci. Juste ici, dans les premières rangées, au milieu aussi. Et je vous demande d'essayer de faire des questions assez courtes, comme ça on peut en prendre plus. Je vous remercie. Oui, alors bonjour. Moi j'avais juste une petite question donc, pour les activistes. Ouais, donc oui, moi je suis étudiante aussi à la fac de médecine. Et moi, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de scientifiques, donc c'est vrai que moi je fais plutôt confiance aux statistiques, etc. Et je suis totalement au courant que voilà, scientifiquement parlant, oui, le climat pose énormément de problèmes, mais je pense que la solution n'est pas dans la haine, dans la division, dans la polarisation. Et je trouve que vos mouvements activistes sont très diviseurs, polarisants, et au lieu d'essayer d'améliorer la situation climatique auquel je porte un énorme intérêt en tant que scientifique. Et je trouve que en fait, ce que vous faites, c'est plutôt peut-être énerver certains politiciens, surtout de la droite. Et je trouve que vous êtes plutôt... ça ne mène à rien, en fait. J'ai l'impression qu'on crée une polarisation sociale. Et voilà, je voulais juste savoir votre opinion sur ça, en fait. Vous ne trouvez pas que c'est un peu polarisant, tous ces mouvements de violence activistes, où vous forcez un peu trop, au lieu de juste être collaborateur, plutôt? Alors, peut-être... pas prendre mon dossier à Yasmine ce qu'elle en passe. Okay. Parce qu'il faut aussi qu'elle... Oui. Et alors, effectivement, il se trouve que c'est polarisant, mais c'est un peu la conséquence plus que la cause, finalement. Parce que la cause, c'est l'inaction de la politique. Et nous, on cherche juste à ce qu'il y ait une réaction, finalement. Parce que pour l'instant, c'était un peu le silence total. Là, effectivement, comme disait la précédente question, on a une vague verte qui commence à arriver, on a des politiques qui commencent à réagir, mais en fait, jusqu'à maintenant, notre seul moyen d'action, c'était juste de faire du bruit dans la rue. Et effectivement, la conséquence, c'est que c'est un peu clivant, mais notre demande, c'est de faire évoluer la société ensemble, finalement. Peut-être juste avant de passer la parole... Donc l'intention de provoquer cette réaction, de créer effectivement cette tension, cette polarisation pour permettre à la discussion d'avoir lieu sur l'espace public et à créer une certaine pression. Quelles sont les limites à cette pression?
Alors, jusqu'à quand elle peut être, de point de vue positif et utile à la cause? Disons, je pense que c'est mal comprendre de dire que nous, on va créer un clivage, qu'on va se fâcher avec la droite ou comme ça, parce que c'est pas non plus l'objectif, en fait. C'est juste, par contre, il y a des divergences d'intérêts qui existent, hein, entre, en particulier, les spéculateurs, les grosses entreprises et tout ça, et puis la majorité de la population, je crois, qui a envie de pouvoir continuer à vivre, d'avoir des enfants qui continuent à vivre plus ou moins convenablement. Et face à ce clivage, à cette divergence d'intérêts qui existe déjà dans la société, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est s'organiser en représentant du coup la majorité, je crois, qui veut lutter pour le climat, et essayer de lutter du coup effectivement contre les intérêts d'une minorité. Mais on ne va pas dans la rue pour dire vous êtes des salauds, ceux qui polluent, les grands riches et tout ça, c'est pas l'objectif. Par contre, il faut oser dire qu'on lutte contre leurs intérêts et qu'on n'a pas envie de les laisser continuer à spéculer, à investir, y compris en Afrique ou ailleurs où ça fait plein de dégâts aussi. Et la Suisse est particulièrement sujette à ce genre de spéculation-là. Et ouais, ça serait bien de pouvoir unir toute la société pour le même intérêt. Mais je ne crois pas que ça soit possible, parce qu'on a tous des situations différentes, et puis on a tous des intérêts différents. Même Marx, il disait que chacun défendait ses propres intérêts. Par contre, quand on est riche, on peut lutter, faire la concurrence avec les autres entreprises, mais quand on est pauvre, on ne peut pas tout seul changer les choses, on ne peut pas tout seul faire la grève contre son patron. On est obligé de s'organiser, on est obligé d'être plusieurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut-être donne de l'espoir, c'est qu'on peut s'organiser tous ensemble et puis faire changer les choses dans un intérêt qui nous concerne. Peut-être, Yasmine, sur cet aspect un petit peu polarisant de ces mouvements, quel constat on peut faire? Je pense que les mouvements sociaux jouent aussi un rôle dans cette polarisation, puisqu'il y a des phases dans les mouvements sociaux, des phases où les mouvements sont plus dormants, donc cachés quelque part de la société civile, et des phases où ils sont plus visibles et débattent sur la place publique de questions fondamentales pour la société. Et une des choses que les mouvements sociaux permettent de faire, c'est de forcer à réfléchir sur des fondamentaux qui sont souvent pas du tout discutés, et qui sont presque du niveau de l'inconscient, en anglais on dit « taken for granted », c'est même pas quelque chose qui se questionne tellement ça va de soi. Et je pense qu'un des fondamentaux de nos sociétés, c'est l'idée de croissance économique et l'idée que la croissance économique est bénéfique pour tout le monde, qu'elle va tôt ou tard profiter à tout le monde, que s'il n'y a pas de croissance, les premiers qui vont payer sont les pauvres, donc on ne peut rien faire sans la croissance économique. Donc je pense qu'il y a un enjeu dans la création du rapport de force, c'est d'arriver à questionner ce fondamental de nos sociétés. Est-ce que la croissance économique est vraiment bénéfique? À qui bénéficie-t-elle? Pourquoi aurait-elle des bénéfices pour tout le monde ou pas? Et une fois que cette brèche est créée dans ce fondamental, il est important d'avoir aussi un début de réponse sur quelles sont les alternatives. Et là aussi, les mouvements sociaux jouent un rôle, tant au niveau de l'expérimentation dans la vie quotidienne, tant dans les débats pour faire émerger des idées alternatives, des idéaux alternatifs. Et je pense que là, c'est un des points peut-être encore faibles du mouvement, c'est qu'on a encore peu entendu de visions alternatives de l'avenir qui puissent mobiliser très largement et au-delà de la base qui est déjà conquise à la cause. Alors, j'entends bien que c'est très difficile à faire et je ne vous jette pas la pierre en disant ça. C'est plutôt pour dire que là, il y a véritablement un enjeu très important pour le mouvement d'arriver à construire cette vision du futur. Et qu'il ne suffit pas de dire on demande à ce que le système institutionnel le fasse, puisque au vu de tout ce qu'on a dit sur le système institutionnel, on sait que beaucoup de choses ne sont pas possibles à l'intérieur du système. Donc il faut que ces voies alternatives émergent en dehors pour susciter l'adhésion
massive de la population et créer et renforcer encore le rapport de force. Alors voilà, moi je propose qu'on va prendre 3 questions d'affilée, puis après on va essayer d'y répondre d'une manière circulaire. Je sais qu'il y a pas mal de mains qui se lèvent, donc je m'excuse d'avance, il y a des frustrations. Voilà, c'est effectivement une assemblée participative qui ne sera pas très exemplaire, puisqu'on va prendre que la moitié des questions et qu'on va terminer pas trop tard. Alors, il y a une question toute à droite. Voilà. Donc, de nouveau, si c'est possible, assez court. Merci. Oui, je vais essayer de faire court. Moi, je suis d'accord avec les jeunes. Dans les années 70, nous, on combattait le nucléaire. On nous a aussi dit que ce n'était pas possible. Ben, maintenant, on voit, ils ferment les centrales nucléaires. Voilà. Donc, je comprends tout à fait leur combat. On se faisait aussi arrêter, taper dessus aussi. Voilà. Alors, une autre chose, où, dans les années 80, des compagnies en Suisse allemande ont commencé à investir l'argent du 2e pilier de façon écologique, durable et sociable. Ça fait 35 ans que ça dure, ça fait 35 ans que ça marche, ça fait 35 ans qu'on ne perd pas d'argent, qu'on en gagne aussi. Et je pense que l'écologie, c'est dans la tête. C'est simplement faire changer les mentalités des gens. Et là, ils ont raison de faire pression. Parce que quand on explique ça aux gens, une question courte. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'ai pas tellement de questions, je veux juste les encourager. Donc, en fait, ce que je veux juste dire, c'est que l'écologie, c'est dans la tête. Ça fait 35 ans que ça marche, ça fait 35 ans qu'on fait des investissements durables, écologiques et sociaux, et ça fait 35 ans qu'on gagne de l'argent et qu'on réinvestit notre argent. Donc, c'est simplement changer sa mentalité, et c'est tout. Et c'est comme ça que ça marchera. Ils ont raison de faire pression pour ça. Merci. Alors, une autre question. Tout en haut, à gauche, là, troisième rang, enfin, 3e rangée tout en haut, à côté de la sortie. C'est une question que j'adresse à qui voudra bien y répondre. Si le propre de la démocratie, c'est de laisser des mouvements contraires s'exprimer, est-ce que le fait même de considérer ces mouvements dont on a parlé comme des mouvements contre-démocratiques, ça n'indique pas une sorte de faille dans la conception de la démocratie? Très bien. Alors c'est dommage que Ronson Vallon n'est pas là. On va essayer d'y répondre. Une 3e question alors. Je vais prendre juste ici à droite, madame. Voilà. C'est toujours au milieu, je suis navré. À gauche. Enfin, à votre droite, pardon. Ouais. Ah bon. On va y arriver. Ouais, nous, on a les spots, donc c'est pas toujours facile de voir vos mains. Là devant, ouais. Merci. En tout cas, merci là devant pour la réaction. Je commence par une réaction qui rejoint le premier commentaire. Je trouve assez consternant la platitude, on va dire, du débat et aussi le manque d'engagement avec les institutions qui nous ont invités. Alors merci à l'État de Genève, merci à l'Université de Genève, merci à l'IHEID. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment pour l'urgence climatique? Et puis, j'en viens à la question, c'est par rapport à la diversité des mouvements. Je pense que c'est quelque chose qui est peu ressorti ici. Le mouvement Extinction Rébellion, du moins, donc j'en suis. J'ai entendu qu'il y a 2-3 conceptions peut-être erronées ou en tout cas restrictives du mouvement. J'invite les personnes qui ont des questions par rapport à ça à venir nous voir après. La question c'est, est-ce que ces mouvements-là ne sont pas particulièrement originaux, notamment par rapport aux indignés? Dans ma perception, les indignés étaient relativement peu structurés. C'était un mouvement assez spontané avec une revendication de ras-le-bol. Avec Extinction Rébellion, avec la grève climat, on a des mouvements extrêmement construits tout en étant décentralisés, avec toute une variété d'approches en fait. Et je voulais poser la question peut-être à tout le monde, jusqu'à quel point est-ce que c'est vraiment innovant et c'est vraiment nouveau, ou est-ce que ça vous rappelle quelque chose que vous connaissiez déjà il y a 30-40 ans? Ok, alors merci. On va peut-être essayer Il y a encore une question qu'on va prendre. Ici, là, à droite, en première rangée. Voilà.
Merci pour ce débat. J'aurais une question notamment pour vous, Maxime Derbois. Vous avez cité la Convention citoyenne pour le climat française comme référence de processus démocratique qui serait une solution face à l'urgence climatique. Or, une des conclusions les plus intéressantes, en tout cas à mon sens, c'est ce que j'en ai retenu principalement, qu'on a pu tirer de cette expérience, c'était qu'à la fin, lorsqu'on leur a demandé, lorsqu'on leur a posé la question de savoir s'il était nécessaire, s'il fallait soumettre au référendum les questions qu'on leur demandait, par exemple, je ne sais plus, mais par exemple, faut-il mieux isoler les maisons, par exemple, systématiquement, ils répondaient non. Donc il y avait une espèce de processus, je ne sais pas si on peut parler d'accaparation du pouvoir, mais en tout cas, ils n'ont pas voulu laisser ensuite la parole populaire s'exprimer. Et alors, fort heureusement pour vous comme pour moi, qui sommes conscients de l'urgence climatique, les résultats allaient dans le sens de la protection du climat. Mais qu'est-ce qu'on aurait que faire si ça avait été l'inverse? Et finalement, c'est la question fondamentale, le choc entre, d'une part, l'urgence climatique et d'autre part, la démocratie dans son plus simple appareil qui serait la loi de la majorité. Très bien. Alors, on va essayer de répondre à ces questions. Alors, peut-être sur la dernière question, Maxime. Oui, sur cette dernière question, en fait, pour moi, la Convention citoyenne, c'est à la fois un exemple et un contre-exemple d'assemblée citoyenne. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas bien fonctionné là-dedans. Typiquement, sur la formation, il y a eu des acteurs qui ont eu des paroles. Il n'y a pas eu des temps de parole égaux. Ça a été mal relayé dans les médias. Ça a été, au niveau de la transparence, on n'y était pas du tout. Au niveau de l'application, donc là, c'est le point que vous avez soulevé, il y a vraiment un gros problème. Et je pense que ce que vous avez dit à propos des gens de la Convention citoyenne qui ont refusé de soumettre ça au vote populaire, je pense que il y a deux choses, c'est que c'est assez nouveau, du coup je pense qu'ils ont vraiment eu peur de la réaction des gens, et ils ont eu, je pense, une sorte de méfiance face à leurs concitoyens, puisque finalement tous leurs concitoyens n'ont pas eu l'information qu'eux ils ont eu la chance d'avoir. Et ça, c'est en fait dû au premier problème qui est la transparence. Pour qu'une assemblée citoyenne fonctionne, en fait, il faut qu'elle soit médiatisée et qu'elle soit transparente dans le sens filmé, tous les débats filmés, que les gens puissent s'informer et débattre entre eux. Et en fait, l'exemple qui a fonctionné dans l'histoire des assemblées citoyennes, c'est en Irlande, où les gens, toute la population est informée du débat sur l'avortement. Et finalement, ça a créé des gros clashs, mais aussi des gens qui sont allés les uns vers les autres et qui ont débattu d'une question qui était vraiment très taboue là-bas, et qui a fait que finalement, les gens ont voté de la même manière que l'Assemblée citoyenne avait voté. Donc en fait, ça peut marcher, mais il faut que vraiment les conditions soient réunies pour que ça fonctionne. Alors peut-être pour revenir sur cette comparaison entre le mouvement des indignés et votre mouvement, est-ce qu'on peut faire ce parallèle? Les indignés, c'était un petit peu spontané, pas organisé, alors que des mouvements Blancs comme Action Rébellion, c'est des mouvements structurés, avec un agenda très clair, qui vont peut-être durer plus longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que les mouvements actuels s'inscrivent beaucoup plus dans la longue durée et qu'il y a une composante organisée plus forte. Et dans ce sens-là, il rappelle aussi, par exemple, le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, où il y a eu un long combat avec des organisations qui se battaient sur le fond et sur le long terme, en utilisant aussi des outils de démocratie participative à l'intérieur et des actions plus visibles à l'extérieur avec notamment les bus qui allaient du nord vers le sud pour rejoindre les militants anti-ségrégation. Donc en fait, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire des comparaisons. On souligne un aspect plutôt qu'un autre, donc on met en évidence une caractéristique d'un mouvement pour dire ça s'est déjà fait par le passé, mais c'est tout à fait réducteur, j'en conviens. Alors, peut-être, alors, c'est pas, François Vallon n'est pas là, mais qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Bayard? Ce concept d'alterdémocratie contre le Maastricht, est-ce qu'il est utile pour désigner ces mouvements, ou par définition,
le système démocratique devrait intégrer tous ces mouvements, et finalement, ce n'est pas pertinent d'identifier ces formes spécifiques. Je suis un peu gêné pour en débattre parce que Pierre Rosanvallon n'est pas là pour répondre, donc c'est un petit peu délicat. Je ne suis pas entièrement convaincu, moins par l'analyse que par le vocabulaire, disons, parce que contre-démocratie, ça donne une vision un petit peu binaire des choses. Bon, que comme si les sociétés, c'est un moteur à 2 pistons. Il y a quelques années, enfin quelques décennies maintenant, on parlait beaucoup de contre-culture, et on voyait bien les limites de cette représentation assez dichotomique de la société. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, mais je me demande dans quelle mesure Rosanvallon ne s'inspire pas de la notion de contre-mouvement, mais qui est peut-être justement plus dynamique chez Karl Polanyi. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la philo politique. Moi, quand même, ce sur quoi je voudrais insister, puisqu'on se posait aussi la question des éventuels précédents, lorsque le mouvement Gilets jaunes, qui est un petit peu en dehors de notre sujet, mais pas complètement, lorsque le mouvement Gilets jaunes a éclos, contrairement à beaucoup de mes collègues universitaires, d'abord, je ne me suis pas effrayé. Enfin, c'est un mouvement, c'est une forte mobilisation, et je trouve toujours assez réjouissant de voir une société se réveiller et mettre au cœur de l'agenda des décideurs la question, par exemple, de la justice. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'autres revendications, y compris le référendum d'initiative populaire. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la formidable intelligence collective que ce mouvement protéiforme, enfin sans leader, sans éducation supérieure, donc très largement un mouvement populaire, la formidable créativité culturelle dont il a fait preuve, et la formidable intelligence politique collective qu'il a démontrée, notamment sur le plan de la symbolique. C'est-à-dire d'investir les ronds-points, de prendre comme symbole ce gilet jaune, tout cela participant de la trivialité, mais aussi des transformations de la société contemporaine. D'une certaine manière, et la comparaison peut vous choquer ou vous étonner, d'une certaine manière, il y avait un côté mai 68 dans les gilets jaunes. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, et ça m'a beaucoup fait penser là aussi à cette formidable créativité que l'on peut analyser dans les grandes mobilisations en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, par exemple à Hong Kong. Bon, pas forcément des questions liées au climat, mais la capacité de trouver de nouvelles formes, de nouveaux slogans politiques. Ce qui s'est passé par exemple en Algérie ces derniers mois, qui a été un festival de création sémantique, d'humour. Donc là, il y a un potentiel qui est assez formidable. Une dernière chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand on parle de violence ou du côté disruptif de ces mobilisations, il faudrait quand même remettre les pendules à l'heure. Il faut quand même voir que ces mobilisations répondent, que ce soit celle des Gilets jaunes ou celle liée à la question du climat, répondent à des décennies de politiques publiques, de gouvernements démocratiquement élus, certes, qui ont aggravé l'inégalité sociale et qui ont aggravé la question climatique. Donc, qu'il y ait une colère qui s'exprime face à ces politiques publiques, ça me paraît assez logique. Bon. Deuxièmement, mais je parle évidemment peut-être plus en français qu'en Suisse, il ne faudrait pas non plus inverser les choses. La violence, en France, elle vient de l'État. Dans la répression du mouvement des Gilets jaunes, dans la répression de toute forme de contestation, dans la répression du mouvement environnemental et dans sa surveillance policière. La gendarmerie a créé, en partenariat avec le grand syndicalisme agricole bien agro-industriel, la cellule Déméter. Pour ceux d'entre vous qui êtes portés sur l'homéopathie, vous apprécierez, la cellule Déméter pour surveiller la contestation environnementaliste. Et aujourd'hui, quand vous êtes chercheur et que vous travaillez sur les mobilisations environnementales, vous avez très souvent des ennuis avec la police française. Et puis, troisièmement,
Vous connaissez l'expression de Michel Foucault, le régime de vérité. Le régime de vérité du néolibéralisme, c'est le mensonge. C'est Dieselgate. C'est tout ce business qui se déploie à partir de la cause environnementaliste, l'agro-industrie bio, le scandale du traitement écologique, enfin supposé écologique des ordures, etc., etc. Donc il y a un gigantesque business qui prospère, qui surfe sur la vague environnementaliste. Et je pense que dans ces conditions, il ne faut pas trop s'étonner qu'il y ait en effet une crise des institutions démocratiques à laquelle, à mon avis, peut répondre, mais c'est le salafiste qui parle en moi, peut répondre un retour à la radicalité de la philosophie politique. La philosophie politique et ses grandes catégories, ce ne sont pas des éléments de langage, comme on dit au Quai d'Orsay en France, ce sont des armes critiques qui peuvent être... dont les mouvements radicaux peuvent s'emparer pour conceptualiser, problématiser et affiner leur combat. Merci. Alors, on va peut-être laisser le mot de la fin à Jadé. Quel est un petit peu l'agenda à court terme du mouvement? Alors, il y a pour projet d'organiser une nouvelle Assemblée générale, donc qui était la base démocratique du mouvement, mais avec le Covid, évidemment, il n'y en a pas eu. Et du coup, en attendant, on va distribuer une date, je vais pas m'avancer parce qu'on ne sait jamais. Et je vais quand même essayer de répondre aux questions qui ont été posées, parce que je ne crois pas que ça a vraiment été fait. Donc la première question, c'était il faut changer les choses dans son esprit, et puis après, tout ira bien. Alors je crois que peut-être en 35 ans, effectivement, une banque alternative ou quoi que ce soit peut faire du profit, mais je ne crois pas que ces 35 dernières années, ça a été super pour l'écologie ou pour les inégalités sociales et tout ça. Donc non, je ne pense pas que changer les choses dans son esprit, ça va suffire. Par contre, c'est vrai qu'il faut prendre conscience de certaines choses avant d'agir et agir consciemment. Mais il faut aussi agir et réagir, quoi. On ne peut pas juste rester dans notre esprit. Après, il y avait aussi la troisième question du mec de XR. Je crois que la grève du climat, c'est pas aussi décentralisé que ça. Disons, il y a quand même des décisions qui sont prises au national, notamment les dates pour les manifestations. On ne va pas chacun faire nos trucs de notre côté. Et il y a une sorte de... Il y a des réunions régulièrement, peut-être tous les 2 mois ou comme ça. Et puis il y a plein de gens de plein de cantons qui vont au national. Il y a les traductions, tout le monde peut discuter. Il y a des groupes de travail. Et ça, c'est aussi peut-être un exemple d'alter-démocratie, on pourrait dire. Après, dans le fond, je ne suis pas super d'accord avec cette question de contre-démocratie, parce que la démocratie, étymologiquement, c'est déjà le pouvoir au peuple. Alors plutôt que de dire on va être contre la démocratie, il faut dire là où on vit, c'est pas de la démocratie. Et puis essayer de remettre au mot sa sémantique originelle, plutôt que d'essayer de trouver un nouveau mot pour décrire ce qu'on souhaite, donc la démocratie a priori. Très bien. Alors merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre participation et d'avoir participé à ce débat en lançant la Semaine de la démocratie. Je vous invite à découvrir le programme sur le site de l'université, mais aussi de la chancellerie et celui du Graduate Institute. Il y aura demain, notamment en débat à la Maison internationale des associations sur l'histoire de la violence en politique en Suisse. Donc on va aborder une période assez peu connue, en tout cas par rapport aux usages de la violence en Suisse. Donc vous êtes bienvenus, c'est à 18h30. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre patience, d'avoir gardé vos masques. Et à très bientôt. Merci. Merci.